On est hit le road et samedi soir, notre clinch en pas les sous-vides. J'ai pas un sou avec moi mais je te parle avec le sourire. Les 101 coups on les a fait, je repars avec mes souvenirs. Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier soupir. What's up folks, c'est François Lantinado, bienvenue sur Ça se passe, où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts ou votre plateforme préférée pour ne pas manquer un show. Ah puis en passant, laissez-nous un petit review, ça nous motive big time. On drop un épisode semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Assurez-vous aussi que votre SaaS est listé sur saaspace.com, bouton mauve, ajoutez votre SaaS, il y a déjà au-dessus de 250 compagnies. Si vous cherchez un emploi ou un employé en SaaS au Québec, allez sur saaspace.com/emploi avec un S, qui est notre job board. Vous pouvez publier une offre gratuitement pendant qu'on est en bêta, puis si vous avez du feedback, juste nous écrire à bonjourhi@saaspace.com. Le prochain événement Ça se passe aura lieu à Montréal jeudi le 25 janvier chez notre partenaire certifié Le Chiffre. Jean-Gabriel Crevier et moi allons jaser de pricing et du futur des SaaS comme industrie. On a une quantité limitée de billets, déjà plus d'une vingtaine de vendus. On en a au total 70, donc réservez les vôtres. Vous pouvez aller sur Eventbrite, sur la bannière de notre site web ou dans les show notes. Ok, aujourd'hui sur le pod, épisode solo pour closer l'année 2023. Fait que récemment, on a fait un petit recap sur le blog qui s'intitule 20 000 écoutes plus tard. Fait que saaspace.com/blog. Je suis content du résultat, mais je manquais de place pour un retour en profondeur sur l'année qui vient de passer. Tu sais, quelque chose de plus personnel. Puis là, je me suis rappelé que ding dong, j'avais un podcast. Fait que j'ai décidé d'écrire quelques notes. J'ai pesé sur record, puis me voici. Fait que dans le pod qui suit, je vais parler d'abord de nos apprentissages, nos erreurs et nos idées pour la suite, puis je segmente ça avec les 3 piliers de Ça se passe. Fait que le podcast, les événements et la plateforme web. Ensuite, je vais partager les leçons entrepreneuriales qui résonnent fort dans ma tête en ce moment, puis je finis avec les pain points les plus récurrents en SaaS au Québec selon ce que j'ai observé. Ah, puis je réponds moi-même à la fameuse question que je pose aux invités. Sur quoi est-ce que j'ai changé d'idée dans les dernières années? Alright, on passe au promo d'abord, ensuite au show. Petit segment Grip, l'agence SEO pour SaaS qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients max pour l'instant, mais on considère quand même onboarder un junior en SEO pour augmenter notre bande passante. Donc si vous connaissez un padawan prometteur ou juste si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello@gripgrowth.co. C'est hello@gripgrowth.co. OK, la job du mois, ça se passe. Pour décembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app. Courriel, chat, SMS, DMs et plus encore. Missive sont à la recherche d'un développeur senior back-end ou full stack, quelqu'un pour qui Ruby, Postgres, ça n'a juste pas de secret. Missive, c'est une petite équipe de produits élite dans une compagnie hyper profitable avec une forte croissance. On a utilisé Missive chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip, puis même avec Ça se passe. C'est de la bombe comme produit, puis poste à combler, donc sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien Job du mois dans les show notes ou allez sur saaspace.com/lajobdumois sans tiret. Vous allez y trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commanditer une des prochaines jobs du mois, écrivez-nous à bonjourhi@saaspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Alright, Spotlight partenaire. Pour décembre, le service pour SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre les meilleures décisions produits et commercialisation. Ils ont une approche no bullshit, sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes, ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable puis vous proposent des solutions incrémentales en vous rendant autonome. Il y a souvent plusieurs subventions pour travailler avec des pros dans le domaine, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Regardez l'entrevue avec David Beauchemin, cofondateur, qui est dispo dans les show notes ou sur saaspace.com/partenaire avec un S/baseline et sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form directement sur la page d'accueil. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez l'histoire et les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest épisode 41. Écoutez ça. Alright, on passe au show. Let's go! Ouais, c'est quand je vois le bail qui se passe aux nouvelles. Je me dis qu'on n'est pas
OK. Je l'ai repoussé un petit peu, celui-là. C'est spécial de prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé dans l'année qui vient de passer, puis ce qui s'en vient. Mais c'est le but de ce pod-là. Fait que ça va être un épisode solo. Je vais sûrement l'avoir mentionné en intro. Grosso modo, le but, c'est de faire un recap, de voir un peu comment le projet a évolué, c'était quoi les assumptions qui étaient bonnes, qui étaient moins bonnes pour ça se passe en général. Puis de faire un preview un petit peu de ce qui s'en vient l'année prochaine. Fait que j'ai pris le temps. Hier, j'étais allé chez ma mère, tranquille. Ma mère qui tricotait à côté de moi, pas de musique. J'ai juste écrit tout ce qui s'était passé par rapport à ça se passe dans l'année qui vient de passer. En fait, c'est un 10 mois. Là. C'est un gros 10 mois et demi, je pense, qu'on a fait. On a commencé officiellement en avril, comme publiquement, mais tu sais, ça avait commencé en mars, whatever. Puis, c'est drôle, mais cette semaine, pour me préparer pour ça, j'ai aussi pris le temps de réécouter le premier pod que j'ai fait. C'est assez fucked up, là. Tu vois que, genre, je sais pas à quel point je peux me prendre au sérieux dans ce projet-là au départ. Là. Tu sais, je suis là, ben, tu sais, des petits side projects, puis c'est un side project qui devient de plus en plus gros, haha. Je sais pas, tu sais, je suis comme, on dirait avec la data, puis le feedback que j'ai aujourd'hui, on dirait que genre j'assumais pas que ça pouvait encore être un vrai projet qui fonctionne, puis peut-être en fait une business en soi, là, ce que c'est. Fait que c'est assez intéressant de voir comment ça a bougé en 10 mois. Fait que, tu sais, ça se passe, vous le savez, là, by now, mais c'est plus qu'un podcast, right? Ça se passe, la mission, c'est d'augmenter la visibilité des SaaS au Québec, augmenter le nombre de professionnels qui s'épanouissent en SaaS au Québec, puis augmenter la densité et la qualité de notre communauté SaaS. Fait que ça passe par 3 piliers. Puis c'est un petit peu comme ça que j'ai structuré la majorité de ce recap-là. Ça passe par le podcast hebdomadaire, ça passe par les événements mensuels, puis ça passe par la plateforme web. Fait que je vais comme courir à travers ces points-là, puis on va voir ce que ça donne. Au niveau du podcast, le premier point que je veux couvrir, c'est comme le rythme, right? Fait que tu sais, vous l'avez vu, plusieurs d'entre vous qui me l'ont mentionné même, mais on a shippé en crise. Aujourd'hui, quand je record ça, je pense qu'on est comme à 69 épisodes de sortie. Anyway, ou le 69e s'en vient. Fait que tu sais, ça c'est en 10 mois. Fait que tu sais, pendant plusieurs mois, on a roulé à comme 2 épisodes semaine. Puis c'est clairement pas soutenable, mettons, comme rythme. Par contre, je suis vraiment, vraiment content qu'on ait poussé la machine. Parce que ça nous a permis de rapidement transcender un peu l'espèce de statut de podcast de sous-sol, mettons. Puis, no diss pour les autres pods ou whatever, mais il me semble que j'ouvre un pod que je connais pas, puis je vois 4 épisodes, 7 épisodes. Je vois une fréquence de release qui est comme pas rythmée, c'est pas à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Puis je suis comme, est-ce que je m'engage dans une relation avec ce contenu-là, avec ce show-là? Puis je voulais vraiment pas que mon pod, ça fasse ça, right? Fait que je voulais builder un backlog qui permet de créer une relation long terme avec l'audience. Fait que pour ça, on a décidé de pousser la machine. Mais ouais, clairement, c'est pas soutenable pour 2024. La quantité de prep, de logistique planif avec les guests, d'enregistrement, de post-prod, de promotion qu'on a fait, c'était juste insane. Puis je suis content de l'avoir fait, mais pour 2024, mettons qu'on bouge à un rythme un peu plus sain de un épisode semaine, most likely. Puis tu sais, ça va nous donner plus de temps aussi pour la promotion, right? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai répété à tous ceux qui voulaient l'entendre quand je parlais de contenu marketing en général, c'est tu veux dédier une forte proportion de ton effort autour d'une pièce de contenu à juste la promotion, right? Ça peut être jusqu'à 50%, jusqu'à 60%, même plus. Fait que tu sais, au niveau du podcasting, c'est aussi vrai, je crois. Par contre, on a un canal de distribution qu'une fois que tu as des abonnés, comme t'as moins besoin de faire du bruit everywhere. C'est comme un peu quand tu builds ta newsletter puis ta liste de subscribers qui consomment ton contenu de façon fidèle ou whatever. Mais n'en reste pas moins que c'est important de
créer une histoire autour de pourquoi cet épisode-là est intéressant puis pourquoi vous devriez le regarder. Là, on bouge beaucoup vers la vidéo pour l'année prochaine. Fait que, tu sais, bon, on utilise certains snippets, comment qu'on les formule. Il y a aussi la notion evergreen, c'est-à-dire qu'il y a plein des shows qu'on a enregistrés qui sont evergreen, qu'on peut les republier dans 3, 6, 12, peut-être même des fois 24 mois, puis ça va être encore fucking pertinent pour l'audience. Fait que ça, en publiant 2 nouveaux par semaine, c'était juste comme impossible de faire rentrer ça dans notre calendrier éditorial. Du moins pas avec la bande passante qu'on avait, tu sais. Puis je pense aussi que tu veux pas fucking... Tu veux pas assourdir ou comme genre... overwhelm ton audience. Tu veux pas tout le temps être là. Puis je trouve déjà qu'on est beaucoup là, tu sais, avec S'asseoir, parce que basically, la business qu'on fait, c'est ça, right? C'est du contenu, que ce soit les épisodes de podcast, que ce soit les événements, que ce soit le website, le répertoire des SaaS, le répertoire des partenaires, le job board, tu sais, on crée vraiment de la matière comme informationnelle. Je sais pas si ça se dit même. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense qu'une fois semaine, ça va faire pas mal plus de sens pour 2024. J'ai le goût de parler aussi de la charge de travail sur, mettons, un pod. Puis ça, c'est des affaires que j'ai appris cette année. Mais mettons, il y a 3 grosses phases, right? T'as comme la préparation, la production, la promotion. La promotion, je viens d'en parler. Comme tu shares sur les canaux de communication où tu es présent. Mais il y a aussi une partie que vous voyez pas. Tu sais, je pense que moi, sur certains épisodes, surtout au début, tu sais, j'ai fait du outreach manuel à beaucoup de gens, tu sais. Ça, c'est quelque chose que je faisais avec Snip dans le temps aussi, puis c'est comme, quand t'as des gens dans ton réseau que tu sais qui risquent d'être intéressés par le contenu que tu produis, des fois, tu peux te permettre, pas tout le temps, parce que tu veux pas être le fucking gars tannant, mais des fois, tu peux te permettre d'aller directement voir ce monde-là, puis faire comme, yo, on a releasé un épisode avec quelqu'un que tu connais, ou quelqu'un qu'on a déjà parlé ensemble, ça vaudrait la peine, tu check ça, je pense. Puis laisse-moi savoir si t'aimes ça, ou s'il y a du feedback, ou whatever, tu sais. Fait que ça, il y a eu de ça, puis on avait implémenté aussi une mécanique lousse de quand il y a du monde qui sont mentionnés dans les show notes, on a comme une section dans les show notes des épisodes de podcast qui est comme Cool SaaS Peeps, fait que des cool gens en SaaS. Quand ils sont mentionnés dans l'épisode, on les link dans les show notes. Fait que tu sais, il y a comme une mini loop là, qu'on pouvait utiliser de promotion où est-ce qu'on allait écrire des emails. Quand la première fois que quelqu'un était mentionné sur le pod, c'était dans les show notes, ben on trouvait l'email de cette personne-là si on l'avait pas. Souvent, on l'avait, ou genre LinkedIn DM, peu importe. T'es comme, yo, juste un petit ping pour te dire que t'as été name-droppé sur Ça se passe. Fait que ça leur fait découvrir le pod. S'ils trippent, s'ils aiment ça, ils peuvent le sharer, whatever. Fait que tout ça pour dire que la promotion, c'est quand même chunky. C'est pas juste hit publish sur Spotify puis faire un post plate sur LinkedIn. Il y a du stock pas mal. Pas que nos posts sont plates, là. Nos posts sont vraiment bien, là. D'ailleurs, la majorité, c'est pas moi qui les écris là, depuis un bout. Là. C'est mon boy Alex, mon boy Berge, on y a découvert une plume que j'aime bien. Fait que ça, c'est vraiment sick. Fait que la quantité d'heures, je l'ai calculé, la quantité d'heures que ça prend, la préparation, la production et la promotion d'un pod, c'est à peu près 20 heures par épisode. Probablement qu'il y a des grosses optimisations possibles dans cette dimension-là pour notre business, mettons. Je pense que moi, je suis un bon doer, je suis capable de make shit happen, créer de l'engouement, mais comme l'optimisation puis le fine-tuning, le process, je suis correct sans plus. Fait que tu sais, il faut qu'on se creuse là-dessus. Probablement qu'on peut sauver pas mal de temps avec une coupe d'affaires. Je dirais qu'une des choses qui va nous sauver du temps puis quelques casse-têtes l'année prochaine, c'est qu'on a pris la décision éditoriale de l'année prochaine, on enregistre en studio. Puis oui, on enregistrait en studio déjà dans un truc super cool à Québec, mais c'était un petit peu plus low-key, un petit peu plus underground, puis il n'y avait pas vraiment d'espace puis d'esthétique pour faire du vidéo. Puis l'année prochaine, on commit à faire audio puis vidéo sur chaque pod, right? Fait que là, moi, j'ai scouté un petit peu les studios de la région de Québec. J'en ai trouvé un avec qui j'ai développé un bon fit. J'étais allé enregistrer une couple de fois là déjà. Je peux faire un shout-out même, votre studio créatif. Très cool ce qu'ils font. Je mettrai dans les show notes. Puis à Montréal, il y a le studio SF que je vais essayer bientôt en janvier aussi. Probablement que je vais en faire remote aussi à partir de chez nous avec un setup dans le genre. Idéalement, côté vidéo, ça faudrait que je comprenne une coche pour mon home setup aussi, mais bon. Tout ça pour dire que je pense que l'espèce de diminution des casse-têtes de t'arrives au studio, tout le setup est fait, tu vas juste t'asseoir, mettre ton guest à l'aise, record ce que t'as à record, tu pars une couple de jours après, t'as des raw files déjà montés et tout ça. C'est quand même fucking sick, puis je pense que
avec les ventes de commandites mensuelles qu'on a générées cette année, puis les partenariats annuels qu'on a obtenus pour l'année prochaine, on peut se permettre cette dépense supplémentaire-là en termes de production. Un autre truc que je me suis rendu compte aussi par rapport au pod, c'est que j'ai une certaine dichotomie ou une déchirure entre l'écoute active puis suivre le fil des questions préparées. T'sais. Parce que moi, mon but, c'est jamais de faire des balles courbes, right? Genre, il y a quand même un paquet de points que je design à l'avance, j'ai fait approuver par les guests à l'avance pour être sûr qu'il y a une bonne idée dans quoi qu'ils s'embarquent. Puis tu veux jamais quand même avoir quelqu'un qui est comme « Hey, what the fuck, genre, tu sors ça de où? Je sais pas quoi répondre, je suis pas prêt. » Ça fait partie un peu de l'expérience invitée pour moi. Clairement qu'il y a plein de parties qui sont improvisées puis freestyle quand je vois qu'on peut aller dans une nouvelle dimension que j'avais pas parlé, mais je suis sûr que, mettons, la guest, ça va être à l'aise. Mais il y a quand même de la prep. Fait que ça veut dire que j'ai un Notion, mettons, là, qui a un paquet de points, puis l'invité va souvent mettre un paquet de commentaires. Fait que j'ai comme tout le temps ça en background. Vous allez le voir, mettons, sur les vidéos que je fais. Souvent, j'ai mon cell ouvert en Do Not Disturb, juste pour être sûr que le fil de la conversation puis les points les plus importants pour raconter l'histoire que je veux raconter sont là, t'sais. Fait que ce que je me rends compte, puis tu sais, s'il y en a qui sont meilleurs que moi en podcasting, en storytelling, en interviewing, genre, donnez-moi du feedback, puis tout ça, mais je suis comme... Quand je me laisse aller dans l'écoute active, souvent, la qualité de mes questions, de mes interactions est meilleure que quand j'essaie de mapper un petit peu le fil des points à couvrir là, qui est déjà fait. C'est comme un challenge de switcher entre les deux pour moi. Puis j'essaie de m'améliorer là-dedans, mais c'est quand même intéressant à voir. Puis l'écoute active aussi, c'est comme... C'est quand même énergivore, là. Tu sais, d'être en avant d'une personne pendant, mettons, les plus grosses sont de 2 heures, les plus quick sont d'1 heure, tu sais. Puis de actually care sur ce qu'a dit la personne, puis d'être capable de bouncer sur ce qu'a dit avec des interjections, des commentaires pertinents, des questions supplémentaires pertinentes, c'est quand même... Ça prend du juice quand même. Je sais pas comment Joe Rogan, Lex Friedman de ce monde se tape des 4 heures. Genre, je sais pas si j'aurais le juice. Fait que ça, c'est intéressant. Je pense aussi que j'ai parlé de mettre les invités à l'aise, puis c'est vraiment quelque chose que... Mettons, moi, je l'ai été l'invité sur une couple de podcasts. Puis l'expérience d'invité, ça varie vraiment beaucoup en fonction de comment le podcast est setupé, à quel point le podcast est sérieux ou pas. Puis tu sais, au cœur de ça se passe, il y a le principe que j'aime beaucoup, puis je répète, qui est moitié fun, moitié fond. Puis pour moi, pour être capable d'avoir du fun, puis d'aller creux au fond, faut que le monde soit à l'aise, tu sais. Puis il y a du monde que j'interviewe que je connais déjà, c'est un employé clé dans un startup ou un founder que j'ai déjà aidé par le passé ou qui m'a aidé, puis tu sais, c'est tel que tel, le rapport est établi. Mais le monde que je connais pas ou que ça fait genre 2 fois qu'on se voit, c'est la première fois qu'on se voit, ça arrive quand même de temps en temps, je trouve que c'est important de prendre le temps. J'ai eu des podcasts où genre quand je t'ai interviewé, c'est au quart de tour, ça va vite, puis tu sais, c'est efficace, puis ça m'impressionne que le processus soit genre huilé comme ça. Mais moi, je suis un petit peu plus laid back, informel. Je prends le temps de réviser les questions, shoot de shit un petit peu. Puis c'est même difficile parce qu'avant d'enregistrer, je fais cette discussion-là avec l'invité, tu sais. Puis des fois, on rentre dans des sujets fucking nice, mettons. Soit que j'avais pas pensé, ou il simili répond à une des questions. Puis des fois, je suis comme, oh shit, on devrait être en train d'enregistrer. Fait qu'il y a comme une ligne à tenir là, mais pour moi, ce côté-là, il est vraiment, vraiment important. Puis je pense que physiquement, puis logistiquement, quand on accueille les invités, est-ce que ça au studio, pour l'événement, ou même remote, il y a une manière d'optimiser ça, puis d'améliorer ça, puis je vais continuer à y réfléchir, puis à changer des choses. Beaucoup, la gestion des attentes de l'invité aussi. Qu'est-ce qui va se passer quand je hit record? Le feed, il est enregistré où? Qu'est-ce qui se passe si je me fourre, si je me trompe? On peut-tu parler de ça, pas de ça? Tu sais, j'essaie de cocher le plus de cases de questions possibles pour que quand on est dans la conversation, on est juste dans le flow puis pas dans les doutes en arrière de la tête, genre. Fait que ouais. Au niveau du format, je vous dirais que format du pod, j'ai comme pas expérimenté avec les épisodes solo autant que j'aurais voulu. Là. J'en ai basically fait 3 si tu comptes celui-là. J'ai fait l'épisode 1, l'épisode 2 puis l'épisode celui-là. C'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Là. Pas nécessairement m'entendre parler, mais avoir, mettons, la bande passante pour dire ce que moi j'ai à dire sur un message précis, mettons. Puis pouvoir comme avoir mon propre discours ininterrompu. Fait que tu sais, je risque d'expérimenter un petit peu plus avec ça l'année prochaine.
les pods solo, puis je vais prendre le feedback, évidemment. Là, comme celui-là, il est très méta, très recap, mais j'en ferai d'autres qui sont plus concrets, plus pratiques, puis on verra comment le monde il réagisse à ça. D'ailleurs, par rapport au feedback, là, c'est tellement facile d'avoir du feedback positif. Si vous êtes à l'aise et que vous voulez me donner du feedback constructif, là, genre, Frank, ça, je pense que tu pourrais l'améliorer, ou ça, je pense que vous l'avez échappé là-dessus. Évidemment que c'est tout le temps super bienvenu, là, même plus que bienvenu. Sinon, ben, je trouve qu'on a essayé différents formats, tu sais, right? On a eu pas mal d'épisodes en mode co-hôte aussi. Puis c'était cool pour plusieurs raisons. J'en ai aimé plusieurs aussi. Mais j'ai trouvé que rapidement, là, dans l'orchestration un peu de tout ça, puis cette ligne de contenu-là, c'est comme on a eu une saturation puis une fatigue. Autant à l'interne, puis même des fois un peu à l'externe, j'ai eu un peu de feedback de genre, ben là, des fois on dirait que vous avez fait le tour pour les épisodes co-hôtes, là, des sujets puis tout ça. Fait que j'étais comme, je pense que pour réussir à vraiment nailer ce format-là, ça impliquerait plus de préparation, plus de recherche, plus de synchronisation. Puis c'était pas nécessairement quelque chose qu'on avait le temps de pull-off, mettons, pour le rythme qu'on voulait respecter. Fait que c'est ça risque d'être moins présent l'année prochaine. Peut-être même pas présent, je vais voir. Sinon, j'ai eu beaucoup de feedback plus positif par rapport aux histoires des invités, à découvrir un nouvel invité chaque semaine, tout ça. Fait que ça, clairement, c'est la formule qui continue, là, c'est sûr. Je pense que j'ai identifié, là, c'est pas très scientifique, guys, là, fait que à prendre avec un grain de sel, mais j'ai identifié une genre de formule dans ma tête qui est capable d'avoir une grosse corrélation avec les épisodes les plus populaires, qui ont les meilleures courbes de rétention quand tu regardes genre sur la courbe d'analytics dans Spotify ou peu importe ce que tu utilises. J'ai l'impression que ce qui, en ordre, là, ce qui affecte le plus, mettons, la popularité et la qualité d'un pod, c'est l'histoire de l'invité ou des gens qui parlent. Fait que genre, qu'est-ce qu'ils ont accompli, qu'est-ce qu'ils ont vécu, l'intensité ou l'ampleur de l'histoire, mettons. Ensuite, en deuxième, c'est la personnalité et la chimie avec moi, l'autre. Ça joue beaucoup parce que comme les jokes vont sortir plus facilement, des fois des insides, juste genre, je sais pas, se taquiner, freestyler des affaires. Fait que tu sais, personnalité, chimie avec moi, ça en est un gros. L'audience de la personne, c'est juste mathématique, right? Si la personne a déjà une grosse audience sur LinkedIn, par exemple, ou sur Twitter, ou ils ont son propre newsletter, ou whatever, puis ils distribuent à travers ça, bon, ça fait monter les chiffres. Fait que ça, c'est cool. L'emplacement, c'est con, mais les marchés, les micro-marchés qu'on a en SAS, mettons Québec, Montréal, l'Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus grande région de Montréal, la Beauce, right? C'est quantitativement parlant, ils sont juste pas toute la même taille, right? Fait que si l'histoire de la start-up ou du scale-up vient de Montréal, puis que l'audience de la personne est à Montréal, ça se peut qu'il y ait juste plus de volume. Fait que ça joue un peu quand même, ça j'ai remarqué. Puis finalement, en dernier, c'est l'industrie. Fait que c'est quelque chose qui a bien du hype autour de l'AI, par exemple, ou je sais pas, whatever else. Puis que c'est pas une industrie qui est peut-être plus ennuyeuse ou plus traditionnelle, qui va moins allumer le monde. C'est tous des facteurs que j'ai comme mis dans ma genre de formule semi-scientifique pour jouer aussi sur quel type d'épisode je fais et à quel rythme. En tout cas, je partage juste cela comme ça. Aussi, j'en ai eu du feedback, là, comme je disais, de plusieurs personnes, puis pour avoir fait du contenu quand même longtemps, je trouve qu'il y a un gros parallèle avec le produit où est-ce que quand tu reçois des rétroactions puis du feedback sur ce que tu produis, que ce soit du contenu ou un produit, faut pas tout le temps que tu écoutes les voix qui sont plus fortes que les autres, right? Parce que t'as des gens qui vont être très confiants, qui vont avoir une vision X du monde, puis ils vont être game de te dire ça haut et fort. Moi, je pense que X, mettons. Fait que tu sais, ça, je l'ai vécu un peu. Il y a certains fondateurs, mettons, qui... Tu sais, la catégorie de podcast de Ça se passe, là, c'est comme un peu tech, évidemment, mais beaucoup business, beaucoup entrepreneurship. Puis dans cette catégorie de podcast-là, t'as beaucoup de shows qui sont genre vraiment focusés sur les grosses figures, right? Puis même dans certains de nos titres, vous allez le voir, là, genre 5 millions d'AR plus à 3 cofondateurs pour Missive, whatever. Fait que ces choses-là, je pense qu'il y a des fondateurs qui sont ambitieux, mettons, puis qui veulent scaler leur business, que c'est vraiment important pour eux, ces métriques-là, puis comme d'avoir plus de proéminence pour ça, ou que ça soit plus mis en emphase pour voir s'ils vont écouter ou pas un show, c'est important, mettons, pour eux. Puis c'est legit, genre je respecte ça puis je comprends ça, le temps de tout le monde est précieux, tu veux décider sur quoi
avec quoi t'entres en relation, quel contenu tu consommes ou pas, puis tout ça. C'est super legit. Mais comme, pour moi, mettons, dans ma vision de ce que je construis avec Ça se passe, il n'y a pas juste des fondateurs. Parce que, pratiquement parlant, oui, les histoires des fondateurs et les personnalités des fondateurs, ça se peut qu'ils brillent plus ou il y ait plus d'intérêt pour du storytelling, du contenu, etc. Mais comme, quand tu checkes pratiquement l'industrie du SaaS au Québec, la majorité du monde qui travaille dedans, c'est pas des fondateurs, right? Ça va être des employés juniors, intermédiaires, seniors, exec, ça va être des contractants. C'est les employés aussi qui nous permettent de construire ces compagnies-là. Fait que pour moi, ça reste important d'amener des employés clés qui ont des beaux parcours, qui ont un craft, right, un artisanat qu'on peut discuter et disséquer un peu sur le pod. Fait que ça, je vais continuer ce côté-là aussi, ne serait-ce que par décision éditoriale. Pour moi, ça, c'est important. Ouais, je m'étais mis comme note un peu... fuck le audience capture. C'est mon côté un petit peu artiste, I guess. Mais quand tu commences à parler d'un sujet, puis là, tu crées une niche ou genre un following tellement, mettons, fort puis loud que t'as pas le choix de cater ou de répondre à leurs valeurs, à leurs affaires, puis tout ça. Puis je n'ai vu des pods virer un peu de même, puis c'est genre, ça me fait chier, ça. C'est pas moi, genre, j'ai le goût de faire... C'est pour ça que j'ai starté mon propre pod, right? Genre, je fais ce que je veux avec. Évidemment, dans le service de la communauté SaaS, mais comme, c'est ça, c'est mon show, tu sais. Fait que, ouais, petite parenthèse rebelle. J'ai une idée aussi au niveau format du pod. Je pense que l'année prochaine, je vais ouvrir ce qui s'appelle les Office Hours. Fait que dans le fond, le concept est le suivant. Frank's Office Hours ou Grip Office Hours, je sais pas encore comment je vais le brander, mais genre, il y a beaucoup de monde qui me demande des conseils, souvent par rapport à la croissance. Que ce soit spécifiquement des canaux d'acquisition, marketing ou vente, ou que ce soit la croissance de ton équipe, genre de ta compagnie en général, ta culture. Puis comme, souvent j'ai des bonnes réponses, des fois non, mais souvent, en tout cas, ce que j'ai pas, c'est du temps, right? C'est comme si j'avais pas tant de lousse tant que ça dans mon horaire pour actually m'asseoir, prendre un moment, connecter avec une personne, puis essayer du mieux que je peux de l'aider. T'sais. Fait que j'étais comme, what if je crée un format où est-ce que les gens peuvent booker des heures de consulte avec Frank, mettons, puis le taux le plus genre réduit que je peux me permettre, whatever. Puis comme, en échange, ce que je demande, c'est juste que tu viens, basically, sur un call Riverside, comme je suis en train d'enregistrer là, puis une fois ou 2 semaines, peut-être que je bundle du contenu de Frank Office Hours, où est-ce que c'est des fondateurs, des employés clés qui viennent en mode consultation sur des enjeux précis, puis je fais de mon mieux pour les aider, puis ça nous permet d'aller plus creux dans des enjeux plus spécifiques, puis après ça, on fait un feed, tu sais, sur le pod, une fois ou 2 semaines, c'est genre les Office Hours, cette semaine au Office Hours, on parle avec XYZ de ABC, puis check it out. Bon, c'est juste une idée. Je lance ça de même un peu dans l'univers et dans l'audience. Si jamais il y en a qui ont du feedback ou par rapport à ça, je suis curieux. Au niveau de la production, fait que la qualité de ce qu'on a produit, mettons, du contenant et non du contenu. Je pense qu'on est resté en mode MVP au niveau de nos processus puis de la qualité du rendu un petit peu trop longtemps. Tu sais, je suis quand même quelqu'un qui aime ça, que get shit done, que ça bouge vite. Tu sais, l'espèce de lean startup, d'avoir des trucs boboches, puis tout, mettons que je l'ai embrassé à 100%. Peut-être aussi que j'étais un peu trop paresseux. Mais, tu sais, 2024, je veux vraiment qu'on step up. On l'a prouvé là, qu'il y avait un genre de content market fit, community market fit, peu importe quand tu veux l'appeler. Fait que, niveau audio-vidéo, il va y avoir les studios. Pour l'instant, on va les louer, là, ces studios-là, évidemment. Là. Mais dans le futur, j'ai peut-être même l'ambition d'avoir notre propre studio. On verra. Là. C'est des idées un petit peu folles pour l'instant, mais couple d'idées par rapport à ça aussi. Sinon, il y a une couple de personnes qui m'ont parlé de la toune d'intro. Fait que je me suis dit, fuck it, je vais raconter la toune d'intro sur le pod qui close l'année. Je vais raconter l'histoire de la toune d'intro, pardon. Fait que, au début, rappelez-vous, mettons, au début qu'on lance, ça se passe. Moi, j'ai comme pas encore computé dans ma tête que, genre, dans le fond, j'avais plus de salaire, puis plus de bonus de Douda, puis que mon argent, si je lançais des projets, allait juste descendre. C'est comme si j'étais un peu naïf encore ou sur un high de je sais pas quoi. High d'avoir de l'argent, I guess. Whatever. Fait que j'étais comme, je veux que le feeling que t'as la première fois que t'écoutes ça se passe, ça soit fucking sick.
je veux que ça soit représentatif de ma personnalité, mais aussi du marché franco/franglais, right? Tu sais, de Québec, Montréal, notre industrie, on est en français, oui, mais tu sais, il y a beaucoup d'anglais qui se ramassent dans nos phrases, dans nos emails. Fait que moi, évidemment, j'étais un fan de hip-hop depuis que j'ai genre 11 ans. Puis j'ai découvert plus le hip-hop québécois, tu sais, genre, je sais pas, mi-vingtaine, début vingtaine. Puis bon, un gros fan des Dead Obies, Loud, des artistes dans ce genre-là. Puis au début, j'étais comme, fuck it, je m'en vais me chercher une tonne de Loud. Puis j'avais même trouvé déjà le snippet que je voulais pour genre, je sais pas, c'était un peu un balai juste pour dire que tu l'as fait. Tu sais, c'était un peu un caprice, mettons. Puis là, j'ai une pote à Montréal qui s'appelle Marie-Laurence Asselin, avec Fair Enough Publishing, qui fait de la synchronisation. Donc, elle est capable de t'aider à aller chercher des droits, les libérer, les licencier, avec les maisons d'édition, avec les ayants droit sur une chanson, etc., etc. Fait que j'étais comme, yo Marie, je veux une tune de Loud. Fait que là, boum, elle parle avec le label de Loud, whatever. Puis là, finalement, c'était comme, shit, man, mettons que j'étais pas assez capricieux pour le range de prix, puis ce qui était disponible côté Loud. Je me sens fucking mal de faire ça, là, comme si genre les Dead Obies, c'était comme... c'est juste une réalité économique, I guess, de ce marché artistique-là, c'était plus abordable pour moi, une tune des Dead Obies, puis c'était comme un band que je trouvais fucking sick anyway. Fait que j'ai dit, check, j'ai 3 tunes des Dead Obies, ça. Puis c'est Wake Up qu'on a pris, Wake Up Call, le deuxième album que je suis incapable de prononcer, là, le mot en allemand. Puis finalement, on a réussi à négocier ça. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça sur le pod. Mais disons, pour une quantité à peu près annuelle d'épisodes de podcast, d'intro puis d'outro, on avait payé quelques milliers de dollars. De façon générale, on va garder ça high level pour être legit. Puis là, j'étais comme, sure, whatever, c'est pas si pire. T'sais, j'avais encore mon référent de tout le cash qui rentre de Douda. Ça, c'est juste une petite dépense. Fait que là, on a fait ça. Puis là, vu que j'avais décidé d'accélérer la cadence de release du pod, ben tu sais, moi, c'était pas scopé dans le temps, c'était scopé par épisode, mais en espèce de licence d'utilisation de la tune des Dead Obies, right? Fait que j'étais arrivé vraiment plus vite à la limite de ça. Puis là, on a essayé de négocier, on a essayé de dire, on pourrait-tu avoir une licence limitée ou comme, tu sais, tu négocies avec carrément la maison d'édition, là. Puis c'est Marie-Laurence qui s'occupait de ça pour moi, là. J'étais pas comme impliqué, là. Puis finalement, eux, c'était un peu le même setup. Fait que si tu veux un bundle de temps d'épisodes, de temps de contenu sur lequel tu utilises la track, parfait, c'est le même prix. T'sais. Fait qu'on n'a pas réussi à faire descendre le prix ou à négocier. Puis j'y connais rien là-dedans, by the way, guys. Là. Fait que c'est pas des advice sur placer des tunes dans votre stock ou whatever. Fait que là, j'ai comme dit à Marie, ben, mon cash commence à descendre tranquillement. Je génère à peine de revenus. Ça va être beau, baller avec des tunes un petit peu plus cool dans mon pod, mais tu sais, t'as pas des artistes comme émergents et un peu plus indie que je pourrais avoir une licence genre ad vitam aeternam, là, tu sais, que ça devienne pas un Frank a un subscription à licence des Dead Obies à chaque année ou whatever dans mes dépenses. Fait que c'était vraiment hot. Fuck, je me rappelle plus le software, je le mettrai dans les show notes, mais bon, elle a utilisé un software qu'elle peut m'envoyer exactement genre des snippets pour voir, hey, ces artistes-là, j'ai les droits, tu peux consommer leur contenu là-dessus, puis t'as une version juste genre audio sans les paroles, t'as tout ça. Fait qu'il y avait plein de trucs, là. Il y avait genre Saint-Sucré, il y avait Miro Chino, finalement c'est avec lui que je suis allé, la tune pas pire. C'est vraiment hot. Genre j'ai vraiment filé cette tune-là, puis juste 100% de transparence, économiquement parlant, c'était un flat fee, beaucoup moins cher que ce que j'avais payé pour les Deados. Puis c'était licence limitée, là, right? Fait que tu sais, mettons que d'un point de vue de bootstrapper, ça faisait plus de sens comme choix artistique puis de direction artistique. Fait que c'est ça l'histoire de la tune d'intro. C'est pour ça qu'elle a changé au milieu de la saison quote-unquote 2023. Alright, fait que next, je veux parler des événements, right? Le deuxième gros pilier, ça se passe, les événements mensuels qu'on organise. On en a fait 5. Un à Montréal, 4 à Québec. Ouais. L'année prochaine, il va y avoir plus de ratio, de diversité, de locations. C'est-à-dire qu'il va y en avoir plus à Montréal. On aimerait ça aller en Estrie aussi, probablement peut-être au Saguenay, puis aussi à Québec, évidemment. Fait qu'on va voir. Mais bon, un événement mensuel, le concept, c'est
on prend une compagnie host qui dit, puis je dis, OK, quelle personne clé vous avez dans votre compagnie et qui on pourrait avoir une fucking bonne discussion autour d'un sujet qui a rapport au SaaS. C'est comme chez Equisoft, par exemple, on avait fait les M&A avec François Levasseur. C'était malade. Fait que, puis on invite le monde, right? Fait qu'il y a de la bouffe, il y a des drinks, il y a du beau monde, tout du monde qui tripe sur l'industrie du SaaS, puis de la tech, puis de la business en général. Puis il y a un live podcast qu'on enregistre sur place devant la foule avec le guest de la compagnie host de l'événement. Fait qu'on a réussi à sold out les 5 events. J'étais bien content de ça. Mais tu sais, c'est quand même de la job. Puis une chance que les compagnies... On a bougé vers un modèle où les compagnies host nous supportaient plus, disons, genre logistiquement puis financièrement là-dedans. Parce qu'au début, je me tapais tout ça puis c'était comme, ça fait aucun sens. Là, ça scalera pas, je perdais de l'argent, mettons, dans les premiers events. Fait que le jour même, quand j'arrive sur place puis que là, il y a la personne de son, la personne de vidéo, il y a la personne de la compagnie, il y a l'invité, il y a ma team, puis là, il faut setuper tout ça, puis là, le monde commence à arriver, puis là, il faut que j'enregistre ça devant du monde, puis tout ça, puis à chaque fois, je suis comme, pourquoi que je m'inflige ça à chaque fois, t'sais? Fait que ça, c'est avant chaque show, mais tu sais, après chaque show, je suis comme, que c'était malade, puis que c'est worth it, puis que c'est motivant, puis qu'il faut continuer, puis que c'est hot. Fait que c'est comme une drôle de dynamique pour moi, mais ben franchement, j'aime ça, puis je pense que quand je suis devant une audience puis une foule, je me mets un petit peu plus en mode performance, tu sais, genre un petit peu plus humoriste, mettons. Je vais essayer de plus donner un show, parce que je suis comme, Chris, man, le monde se sont déplacés, ils ont pris leur temps, leur argent pour venir ici, connecter entre eux, mais aussi écouter ce qu'on avait à dire. Might as well have fun, tu sais. Fait que, côté prix par rapport aux événements, je suis comme, je sais, on les a montés de 5$, je pense, par événement. Puis je sais pas si on devrait ou si on va monter plus que ça. Je suis quand même agnostique par rapport à ça. Je serais curieux d'avoir du feedback là-dessus si jamais. Mais mettons, j'aime mieux une salle comble remplie de plein de beau monde que genre avoir un meilleur profit par ticket ou whatever. Sinon, ça m'a comme introduit un concept que j'aime vraiment de rouler plein d'événements comme ça, c'est le design d'expérience dans le monde physique, right? Fait que tu sais, ça passe par les lieux que tu choisis, la luminosité, la température de ces lieux-là, la circulation logistique de quand tu vas aller parler à quelqu'un, te chercher à manger, aller aux toilettes, mettre ton coat à quelque part, t'asseoir pour le pod. Tout ça, ça implique beaucoup de mouvements physiques. La bouffe, il y a des options végétaliennes, végétariennes, omnivores, l'alcool, les drinks, il y a des options non alcoolisées, femmes enceintes, personnes qui boivent pas, whatever. Fait que tu sais, il y a comme tout un monde, je pense, de design d'expérience, vraiment d'événements, que j'ai le goût de step up tranquillement. T'sais. Je pense que, dépendamment des lieux qu'on a choisis, il y a des expériences qui étaient plus smooth que d'autres. La bouffe, même chose, whatever, mais comme j'ai vraiment pas le goût que venir à un événement, ça se passe, ça soit awkward. J'ai le goût que ça soit un haut signal, puis que ça soit le fun, puis que ça coule de façon générale. Fait que tu sais, à voir comment je vais m'améliorer, puis comment on va s'améliorer là-dessus. Probablement qu'il va y avoir du monde qui vont nous aider là-dedans éventuellement, mais j'ai même acheté un audiobook. Je me suis fucking réabonné à Audible juste pour downloader ça, puis après ça. En tout cas, c'est un audiobook par rapport à ça, je pense que c'est genre 2-hour cocktail party, whatever. Là, puis ça parle beaucoup de certains des concepts que j'ai parlé pour peut-être progressivement qu'on s'améliore. Fait que ouais, si vous avez du feedback là-dessus, on avait envoyé une couple de sondages par rapport à ça, mais je suis bien down d'avoir le feedback. Sinon, en termes d'apprentissage, je pense qu'un live podcast qui dure, mettons, 1 heure, puis qu'il y a 15-20 minutes de questions de l'audience après, c'est quand même long pour toute la foule et les invités qui se présentent. Ça, je sais comme pas comment le gérer encore. Je vous dirais que de mon bord, c'est tough pour moi de couper. C'est tough pour moi de couper sans transformer la conversation dans quelque chose qui est trop de surface, mettons, pour ce que moi je veux produire puis l'histoire que je veux conter. Fait que je pense que peut-être qu'on pourrait couper un peu sur les questions, peut-être un peu sur le pod, mais comme je sais pas s'il y a vraiment de la grosse place à l'optimisation pour cette partie-là en particulier. À voir. Ben ouais, sinon le meilleur move qu'on a fait, c'est ce que je disais un peu au début, c'est de dire aux compagnies, écoute, on va produire du contenu de qualité excellente
autant le contenu que le contenant, tu sais, de l'audio, du vidéo, des Christy de bonnes discussions. On va publier ça partout sur notre crowd qui grandit. Vous pouvez publier ça partout à votre crowd. Fait que c'est vraiment une belle visibilité, tu sais, pour la compagnie. Fait qu'on était comme, pouvez-vous assumer certains des frais, certains des trucs logistiques, puis honnêtement, toutes les compagnies étaient super down puis open pour ça. Fait que je les remercie toutes, là. Il y a Novatez qui nous ont aidés, Kimobi, il y a Workly, puis il y a Equisoft, il y a Coveo. Fait que c'est ça. Puis là, il y a le chiffre en janvier. Alright, maintenant j'ai le goût de parler un peu de la plateforme puis du futur de la plateforme ça se passe. Fait que ça se passe.com. On a différentes composantes dans la plateforme, right? Le premier, c'est vraiment le répertoire des SaaS. Fait que le répertoire des SaaS, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on est rendu à au-dessus de 250 SaaS listés, que ce soit des startups ou des scale-ups. Évidemment, juste par distribution comme naturelle de notre industrie, il y a plus de startups que de scale-ups là-dedans. Mais tu sais, on avait fait un genre de calcul, pas de napkin, mais pas loin sur le TAM, le Total Addressable Market, de il y a combien de SaaS au Québec. Puis on avait fait, il y avait un de mes potes qui est en BI, puis maintenant, genre, même Data Science, puis tout ça, qui nous avait aidé à faire des approximations, puis on était comme scénario conservateur 500, scénario réaliste 1000, scénario positif 1500, SaaS au Québec. Puis quand je disais ça au monde au début, là, qui était comme, man, il n'y a pas de marché pour un projet comme ce que tu fais parce que c'est juste trop petit, il y en a 5, mettons, ou 10 des SaaS. Le monde était comme, what the fuck, genre, je pense pas que c'est vrai. Puis là, on est en train de voir si la limite. Je suis pas sûr qu'il y en a plus que 250. Alex Berge, il s'ostine avec moi puis il dit qu'il n'y en a pas 500. Mais on verra comment on réussit à crawler peut-être plus de data ou à stimuler les gens qui viennent, eux, l'inscrire leur propre SaaS. Mais chose certaine, c'est un bon volume. Je suis content d'avoir hit ce marque-là de 250. Je trouve que ça. C'est 250, il y a minimum un founder, une founder par SaaS. Probablement que la majorité ont une couple d'employés. Fait que ça crée un. Je trouve que ça prouve un peu le pool de l'audience qu'on a puis du marché qu'on sert un peu. T'sais. Fait que c'est un solide départ. Je pense que au niveau des profils, ça fait une belle visibilité. Il y a une certaine découvrabilité avec les catégories puis le search puis tout ça, mais on a beaucoup d'améliorations à faire si on est pour éventuellement un jour faire ce qu'on appelle un data play, où est-ce qu'on a une quantité puis une qualité de data assez phénoménale sur une niche ou un marché précis, puis somehow on peut la leverager financièrement, ou on peut benchmarker certaines métriques ou certains indicateurs, puis vendre ces benchmarks-là anonymes à d'autres. Tu sais, bon, là, je freestyle un petit peu, là, j'ai pas d'idée super concrète là-dessus, mais ouais, c'est sur le back burner, ça. Sinon, le répertoire des partenaires, ben franchement, guys, on s'est fourré là-dessus. Là. Fait le modèle initial, c'était quantité au lieu de qualité, right? C'était de dire, hey, on va envoyer des emails à tout le monde, on va crawler tout plein de sites, puis il va y avoir des centaines et des centaines de partenaires sur saspace.com/partenaire. Puis pour avoir un profil un peu plus riche, un peu plus baller, genre un profil déverrouillé, si tu veux, on va charger un tout petit frais mensuel, puis tout ça. Puis j'étais comme... Ça fit pas un peu avec qui qu'on est comme équipe, avec comment qu'on voit les choses, avec... Puis c'est aussi, c'est quoi dans le fond la... Tu sais, ta valeur est dans le volume, je sais pas comment l'expliquer, mais qu'est-ce que je recommande moi en tant que ça se passe, comme équipe, comme organisation, si je recommande tout? Right, c'est comme un peu si je recommandais rien, c'est plus une fonction d'être un search engine pour des partenaires. Fait que oui, ça a une valeur, puis tout ça, d'avoir du gros volume comme ça, mais ce que je veux, c'est pouvoir donner des conseils plus actionable, tu sais. Puis aussi, économiquement, juste le modèle d'affaires, ça faisait vraiment plus de sens pour nous de genre croître puis même survivre, d'aller chercher des partenariats super spécifiques à plus haute valeur, tu sais, plus haut ticket, puis de développer une relation avec eux autres, les certifier bord en bord, tu sais, comprendre qu'est-ce qu'ils font, interviewer du monde à l'interne, checker les SaaS qui ont déjà servi, interviewer même des SaaS qui ont eu comme clients. J'ai fait ça pour tous les partenaires certifiés SaaS Pass pour l'année prochaine. Puis d'être game, puis d'avoir un niveau de confiance, de les recommander, right? En sachant qu'ils vont amener de la valeur à ma crowd, à mon audience, si mon audience fait de la business avec eux autres. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne leçon. Je pense qu'on est dans la bonne direction. J'ai vraiment hâte de sortir les profils un petit peu plus pimpés là, pour les partenaires certifiés, puis on va faire du contenu avec eux aussi, puis je le ferais pas si je pensais pas que ça allait pour vrai intéresser puis aider du monde aussi, là. Fait que c'est vraiment hâte. Ça va être le chiffre
au niveau finance, ça va être Leviat légal au niveau légal, ça va être Baseline au niveau R&D innovation. Puis on en a peut-être un ou deux autres qui vont se closer après que ce pod-là va sortir. C'est drôle, j'ai The Real Pussycat qui est en train de m'appeler sur mon iPhone, mais j'utilise mon iPhone pour ma caméra. Fait que The Real Pussycat, je vais te rappeler. Ludovic. Alright. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la plateforme? On a le job board. Puis ça, c'est l'affaire qui m'excite le plus. C'est là qu'on a un potentiel d'innovation qui est plus fort. C'est-à-dire qu'on a étudié d'autres job boards. On a interviewé des gens qui cherchaient un emploi ou des gens qui cherchaient un employé, right? Fait qu'on a vraiment fait un scan qui nous a dit « Ouais, il y a moyen d'améliorer un peu ce space-là de job searcher puis searching for employees, whatever. » Puis il y a des produits qui le font. On a trouvé aussi une couple de produits commerciaux qui le font. Fait que ça te donne un bon hint de « Ah, il y a probablement un marché pour quelque chose dans le genre. » Fait que ce qui est cool aussi, c'est qu'on va pouvoir, je pense, innover ou différencier un petit peu l'acte de faire une offre d'emploi ou l'acte de chercher un emploi avec des forces qu'on a à l'interne, au niveau du storytelling, au niveau du contenu, de la production audiovisuelle. Fait que, mettons un astérisque latent, genre à venir, là. Mais clairement, c'est ça, que le job board, en ce moment, il est fonctionnel, il look good, il est en bêta, encore gratuit, mais on va avoir besoin de mettre du product work dedans, de mettre du product love, mais il y a un gros potentiel là, je pense, ne serait-ce que pour amener de la valeur pour les SaaS et tout, mais aussi pour nous, là, je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on peut monétiser, fait qu'on verra. Puis tu sais, ça m'a fait rendre compte aussi, genre, jammer un petit peu sur, OK, comment le monde répond à ce problème-là, comment ils font la job to be done de engager en SaaS. Fait que faire des entrevues, checker la compétition, le market, réfléchir à comment que les features pourraient être faites, scoper un peu une roadmap, puis tout ça, j'étais comme, calisse, j'aime encore ça. J'aime encore ça, le produit. Fait que je suis vraiment content qu'on puisse travailler sur une partie plus produit avec la plateforme, entre autres le job board, tu sais. J'aime encore ça le produit, sauf le design. Ça, c'était une note mentale que je m'étais mis. On dirait que c'est mon éternelle damnation, malédiction de comme pas être capable de bien exprimer facilement ce que j'aime en design, ce que j'aime pas, de comme devenir super facilement irrité ou tanné de parler de design quand on est dans cette phase-là des reviews ou peu importe. Puis, c'est devenu un running gag là, à l'interne avec Berge puis avec François Douville du studio Apollo 13 là, qui font toute la plateforme en no-code. Mais bon, ouais, c'est pas ma plus grande force. Au niveau du blog, côté plateforme web, on a aussi le blog. Je pense qu'on a un plan pour qu'ils prennent vraiment une coche de qualité puis de valeur, puis ça va passer par les études de cas pointues qu'on va faire avec nos partenaires certifiés de l'année prochaine. Fait que grâce à eux et peut-être même du juice qui vient de leurs clients, on va être capable de dig down dans les sujets puis de nous crafter un petit peu l'étude de cas, mais que l'essence du contenu vienne d'eux autres, puis on va s'assurer de faire du stock qui est fucking utile pour les fondateurs ou employés clés en SaaS là-dessus. Fait que j'ai bien hâte à ça. Puis, tu sais, la vérité aussi, c'est que j'ai juste pas la bande passante pour raconter des histoires phénoménales de François transparentes sur le blog en plus du pod, des événements, puis de grip. Tu sais, c'est genre... Ça fait aucun sens, là. Fait quoi? No code. J'en ai parlé un petit peu. Dans le fond, mon apprentissage, c'est genre... Si tu veux faire un MVP, tester le market vite, voir si t'es capable de générer des ventes, du trafic, de l'attraction, peu importe. Comme, est-ce que ça fait du sens de builder en no code? Par contre, à moins d'être un bon patenteur, un bon gosseur, c'est quand même intimidant comme space. Mettons, genre, il y a tellement de tools, puis tu peux builder de quoi de tellement de manières différentes, puis qu'est-ce qui s'intègre avec quoi, puis pourquoi, puis quand tu gères la donnée, puis quand ça scale, qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, il y a vraiment fucking beaucoup de questions. Fait que pour moi, mettons, économiquement puis stratégiquement, ça a vraiment, vraiment fait du sens de builder la première version de la plateforme web, ça se passe en no-code. Mais ça a aussi vraiment, vraiment fait du sens de le faire avec des experts, avec le studio Apollo 13, avec François Douville, Olivier Rousseau, tout ça, tu sais, c'est comme... Genre, j'ai essayé de le faire un peu moi-même, mais je suis pas un designer, je suis pas un patenteur, ça me fait chier. Puis là, c'est allé à une vitesse de croisière puis d'itération que, genre, j'avais jamais vu en dev classique. Fait que, tu sais, quand même un gros learning, genre, positif par rapport à ça pour le early product development. Puis tu sais, ça peut scaler aussi. Là, on a une V2 qui risque de s'enligner l'année prochaine là, à valider. Mais tu sais, il y a moyen de construire de quoi d'assez applicatif et solide aussi. Fait que très intéressant, je trouve, cette dimension-là. Fait que je voulais la lancer à tous ceux qui ont peut-être un side project ou qui veulent faire de quoi
check out le no-code, puis vous pouvez check out le studio Apollo 13 aussi. Alright. On passe à la dernière phase, qui est comme au niveau des insights, puis des leçons que j'ai comme appris dans l'année qui vient de passer, mettons. Là. Fait qu'il y en a plusieurs de ce que je m'apprête à dire que ça va être des rappels pour moi et pour l'audience, plus que des nouveautés, mettons, pour moi. Si c'est une nouveauté, je vais essayer de le mentionner. Mon premier insight takeaway, c'est je suis un petit peu trop bon pour dépenser de l'argent. Genre, je suis très créatif pour trouver des nouvelles sources de dépenses qui vont être semi-justifiées. Mais je me console en me disant qu'au moins, je suis quand même bon pour en faire aussi, puis pour vendre. Ça, c'est nouveau, je te dirais, à un certain point. J'ai pris beaucoup plus de respect pour les entrepreneurs qui prennent des risques. Je pense que la charge financière, tu sais, moi, je l'ai dit sur le pod, là, j'ai pas de... Je suis transparent par rapport à ça. J'ai quand même un coussin significatif d'argent que j'ai fait avec Snipcart. Puis oui, je fais la joke de il descend tout le temps, puis tout, mais au final, tu sais, statistiquement parlant, je suis well off, là, tu sais. Fait que même si ça plante, puis ça chie, je serai pas dans la rue, là. Je vais encore avoir mon lifestyle for the most part, tu comprends? Fait que, tu sais, oui, je prends un certain risque de ne pas faire fructifier le magot, whatever, mais comme je me suis rendu compte en parlant avec d'autres fondateurs, puis juste en moi voyant mon propre cash descendre, puis avoir à figure out, genre, alright, bon, mais il faudrait qu'on vende de quoi ou qu'on fasse des revenus à peu près à tel moment si on veut ne pas faire capoter le planificateur financier. Tous ces learnings-là, ça m'a fait prendre beaucoup plus de respect pour les entrepreneurs qui se tapent ces charges-là. Puis je me suis rendu compte aussi, il y a des entrepreneurs, c'est genre, tu sais, ils ont des cautions personnelles sur des prêts à la banque, genre un niveau de risque puis de commitment, d'exposure que moi, j'ai genre jamais eu. J'étais quand même dans la ouate chez Snipcart. Oui, j'avais pas le salaire le plus gros, mais comme j'avais un salaire. Puis comme j'avais pas à me soucier de hey, on va être capable de faire le payroll ou pas? Faut-tu que je sorte, mettons, telles économies de tel compte pour réussir à faire le payroll avant de budget, je sais pas quel round, whatever it is, tu sais. C'est toutes des réalités des founders en tech, tu sais. Certains, du moins, puis je pense qu'on build tout pas de la même manière. Puis je pense que c'est pas parce que t'es moins hardcore dans les risques financiers que tu prends que t'es moins entrepreneur. Je pense que le risk profile, fait que la tolérance au risque d'un entrepreneur varie, puis c'est correct. Faut juste que tu aies une connaissance de toi-même, puis que tu construises en conséquence de ton risk profile. Pas en dépit de, tu sais, genre, c'est pas quelque chose que tu veux ignorer. Puis un des meilleurs entrepreneurs que je connais qui a buildé un e-commerce de plusieurs millions à Québec, puis qui est un ami d'enfance, c'est genre pas tant un risk taker, en fait, pas pantoute un risk taker, tu comprends, mais la business qu'il a faite, puis comment il a run, puis comment il l'a monté, ça m'impressionne au fond, tu sais, fait que ça, c'est quelque chose que j'ai... deux choses, right? Fait que plus de respect pour les entrepreneurs qui prennent des risques financiers, surtout personnels, mais aussi une conviction que c'est pas ça qui définit que tu es un entrepreneur, l'intensité du risque que tu prends. Ça fait partie de l'équation. Fait quoi? Des petits thoughts là-dessus. Sinon, c'est ça, là, les reality checks un petit peu financiers, de genre, OK, on parle avec le planificateur financier, puis là, c'est genre, si ton revenu reste à ça, puis que tes dépenses continuent d'être là, dans 3 ans, ça va être un petit peu plus difficile pour toi, mon ami. Fait que, tu sais, tous ces check-ins-là, je pense que ça a quand même pesé sur ma psychologie, mais j'ai été chanceux parce que, j'ai du temps, j'ai du leeway, du runway quand même en avant de moi, puis 2, j'ai des gens, tu sais, autour de moi qui me supportent vraiment, puis tu sais, Alexandre Bergeron, qui est pas mal temps plein dans sa space avec moi aussi, puis qui est comme le directeur des opérations, puis qui est un de mes potes depuis genre forever, là, tu sais. Puis qu'on est ado, là, au secondaire. Il m'a vraiment... Il est capable d'avoir un filtre positif puis optimiste sur la vie, ou du moins de mettre un fil de même en avant de la face quand genre je suis plus en mode doute, stress, inquiétude, découragement, imposteur. Puis tu sais, ça m'a fucking aidé, ça, cette année. Fait que, pour moi, ça a juste été vraiment un rappel de comme... Je ne construis pas de façon solo, moi, dans la vie. J'ai besoin de monde qui sont quand même capables de voir mes blindsides, mes faiblesses, puis de compenser ou de me renligner dans le track, parce que je suis capable de me conter des histoires négatives longtemps dans ma tête, tu sais. Fait que ça, là, d'être bien entouré avec quelqu'un qui a une vision genre plus positive, puis qui a faim, puis qui
Il y a une partie du crédit de genre comment on s'est reviré de bord puis qu'on a assuré certains partenariats puis assuré du revenu pour l'année prochaine qui est, je vais la donner à Berge puis à certains Spark qu'il y a eu puis on a exécuté ça ensuite évidemment ensemble là, mais c'était cool d'avoir le feeling que t'as quelqu'un dans ton corner qui te back. Vraiment, vraiment, ça me manquait ça aussi. Puis sinon, ben évidemment que j'ai été supporté par plein de monde, là, The Real Pussycat, Antoine, François Douville, Vincent Pelletier, Olivier Rousseau, tout plein de monde qui ont contribué, Olivier Côté-Méthode, qui ont contribué à la production, quoi que ce soit, au marketing, au scaling de Ça se passe. Je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissant. Alright, on continue un petit peu avec les insights. OK, il y a un insight que je voulais vraiment partager. Quand on a fini l'événement chez Coveo, il y avait des questions à la fin. C'était le 23 novembre. Puis c'est... Fuck, c'est-tu Alex? Fuck, un gars de baseline que... Fuck, le nom m'échappe, là, je me sens super mal, mais bon. Je le mettrai dans les show notes. Pas sûr que c'est Alex. Anyway. Il a posé la question à moi. Il m'a posé une question qui était... Qu'est-ce qui fait de bons fondateurs? Quels éléments, mettons, se répètent à travers les fondateurs qui ont du succès? J'ai comme répondu de quoi de pas pire, mais je réécoutais le pod, puis j'étais comme, je pourrais répondre mieux. Fait que là, je veux répondre mieux. J'ai comme listé des éléments qui sont top of mind, puis comme tout le temps présents, j'ai l'impression, à différents degrés dans les fondateurs à succès à qui j'ai parlé. Le premier, c'est la faim. F-A-I-M, right? Ne pas se satisfaire. Fait que ça peut être aussi peut-être l'ambition, ou juste le désir de performer ou d'exceller. Je sais pas comment tu le fais, mais j'aime ça dire, ils ont faim, right? C'est pas juste dire, OK, on a atteint ça, on peut coaster comme ça le restant de nos jours. Non, c'est comme, OK, what's next? On veut accomplir plus. Fait qu'il y a beaucoup du monde qui succède en SaaS que je vois qui ont faim. En entrepreneuriat en général. Le deuxième, ça vient comme contrebalancer un peu l'énergie du premier, c'est l'empathie. C'est du monde qui care pour de vrai à propos de leurs co-founders, de leurs employés, de leurs investisseurs puis de leurs clients, right? Qui care profondément à propos de rendre ce monde-là heureux, d'élever ce monde-là, de rendre ce monde-là successful. Puis ça, c'est fucking important. Parce que si tu veux une business, puis pas juste être un genre de solopreneur ou avoir une toute petite startup que c'est genre 2-3 chums, t'en as besoin de ça. C'est fucking important. Ou t'as besoin de comprendre ça puis embaucher des gens qui l'ont, ce skill-là. Fait qu'anyway. Troisième point, c'est de la créativité puis de la curiosité. Fait que je vais le bundler ensemble, mais comme c'est du monde qui figure shit out. Avec une quantité de ressources limitées puis un problème donné, ils vont être capables de s'en sortir. Puis ça, c'est beaucoup Georges qui m'a fait réaliser ça là, dans le pod qu'on a fait ensemble aussi, mais l'espèce de résilient débrouillardise, mettons, on pourrait... Fait que débrouillardise, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. S'il faut qu'ils se relèvent les manches eux-mêmes, ils vont le faire. Ou s'ils ont une impasse qui implique trouver une nouvelle personne, ils vont trouver la nouvelle personne, right? They just figure shit out. Puis finalement, last but not least, c'est le réseau. J'ai pas vu grand fondateur à succès qui a pas une qualité de réseau, puis souvent c'est une grosseur de réseau aussi. C'est-à-dire que ta valeur comme entrepreneur est décuplée de par les décisions que tu prends et les gens que tu impliques dans ta compagnie, right? Fait que si t'as pas un bon réseau, t'as juste une surface de décision moins bonne. Pour engager, pour trouver un nouveau client, pour trouver un partner, pour déléguer, pour whatever. C'est comme fucking important. Puis j'espère que ça se passe, ça va aider à booster ça pour plusieurs fondateurs. Puis à date, en tout cas, pour certains feedbacks que j'ai eus, ça l'a fait, tu sais, pour certains. Fait quoi? La faim, l'empathie, la débrouillardise, le réseau pour les fondateurs à succès. L'autre insight que je veux parler, je l'appelle « Their map is not your territory ». Ça, c'est un conseil que j'avais donné à une conférence en France, il y a un bout aussi, mais que je redonne puis que je me rends compte avec ça se passe, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont atteint un certain succès ou un point de victoire. Puis là, ils ont une map pour ça, right? Ils ont le chemin qu'ils ont parcouru, les étapes et décisions à faire, à ne pas faire pour se rendre là. Ça, c'est cool. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que ce monde-là vont te suggérer cette map-là, right? Mais elle s'applique pas sur ton territoire. C'est un peu abstrait là, comme concept, mais genre, imagine une série de turn right, left, tu vas arriver à destination, mais que toi, sur ton chemin à toi, il n'y a pas nécessairement de right à ce moment-là ou de left à ce moment-là. Fait que leur carte pour se rendre au succès n'est pas nécessairement applicable sur ton territoire à toi pour te rendre au succès. Fait que, au niveau de
comment monétiser, ça se passe. J'ai eu un paquet de conseils, puis il y en a qui étaient super cool, super bien intentionnés. Par contre, il y en a qui fitaient vraiment plus avec des territoires qui n'étaient pas le mien, nécessairement. Puis j'ai quand même appliqué certains de ces conseils-là, mais surtout suivi mes guts pour essayer de voir comment moi je pouvais monétiser avec mes forces puis mes attentes en termes de retour puis tout ça. Fait quoi, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Mettons, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me parlait d'enregistrement vidéo, qui était comme faut que tu aies du vidéo, day one, voyons, pod 2023, tout le monde sur YouTube, etc. Ben man, j'en ai pas eu de vidéo avant, genre le premier event, puis après ça, c'était genre juste les events, puis là, ça commence, puis comme j'ai été capable de monter une audience quand même, tu comprends, puis de prouver que j'avais du bon contenu sans ça. Là, aussi beaucoup de monde qui me suggérait d'être dans un studio au niveau de la qualité sonore, puis d'avoir le top-notch truc from the get-go, top-notch production, puis c'est comme, oui, ça aurait été cool, mais comme j'en ai pas eu besoin, tu comprends? Fait que souvent, tu veux te concentrer sur l'essentiel, puis le plus de valeur ajoutée possible. Puis moi, c'était les invités, le contenu, les histoires, les conversations qu'on avait. Vois-tu, à l'inverse, il y a beaucoup de monde qui m'a suggéré aussi on dépense pas sur une track de Dead Obies pour ton podcast. Ça, c'est un caprice pis tout. Mais ça, je sais pas si je me flatte l'ego ou si je justifie mon caprice, mais comme ça a fait un impact pareil. Il y a calissement du monde qui m'a écrit. T'es comme wow, what? Genre, grosse toune en partant dans le pod. Puis ça, j'ai l'impression que ça a comme, je sais pas, fait sortir le pod un petit peu du lot. Puis donner une grosse identité vite à ça. Fait que même si je me suis fait conseiller de pas le faire, je suis quand même content de l'avoir fait. Ensuite, j'ai parlé de ça avec justement une fille au marketing qui a aussi un podcast. Puis tout ça. Puis c'est un concept que j'aime me rappeler, puis je m'en suis rappelé avec Ça se passe aussi, c'est be the only, not the best, right? Fait que soyez le seul, pas le meilleur. Ça peut sembler un peu contre-intuitif si tu veux être le meilleur dans ce que tu fais ou whatever, mais comme les gens aiment ça faire des affaires avec d'autres personnes. Puis si t'es capable de créer une organisation, des produits-services, une équipe qui est spécifique puis authentique, qu'il y a juste toi qui peux faire, right? Ou créer une histoire ou une brand qu'il y a juste toi ou ta team qui peuvent faire, ça te met dans une espèce de position un petit peu antifragile de genre, t'es le seul qui fait ça de même. Fait que pour les gens avec qui que ça va résonner, je vais donner un exemple un peu plus concret, mais mettons, tout le monde peut faire un pod sur la tech, la business, ou la tech en business, ou whatever, right? Puis tout le monde peut avoir un Christy de bon micro, puis genre la meilleure qualité audiovisuelle possible, puis plein de guests, genre full high profile. Pas tout le monde, mais bon. Tu sais, ça, c'est des choses un peu comme... Je veux pas dire génériques, là, c'est des choses importantes, mais c'est pas des choses qui te démarquent, right? Mais c'est pas tout le monde. D'un autre côté, quand on revient à être le seul, pas nécessairement le meilleur, il y a personne qui peut faire un podcast en français / franglais sur les SaaS spécifiquement, au Québec, d'un point de vue d'un ex-stagiaire tourné CEO qui a vendu à des Américains israéliens, qui est super transparent, qui parle quand même de sa santé mentale pis ses trucs perso, qui crack autant de jokes que moi. Tu comprends, genre, tu sais, ce contenu-là, là, genre, cette essence-là, ça, moi, j'essaye de capitaliser là-dessus parce que peut-être que ça plaît pas à tout le monde. C'est correct, si ça plaît pas à tout le monde, il y en a plein des podcasts. Écoutez, c'est ce qui vous fait triper, whatever. Mais comme, pour ceux à qui ça va connecter, c'est la seule place qui va avoir ça, tu comprends? Parce que ça rassemble tous les côtés uniques puis authentiques qui créent un peu la brand, tu sais, ça se passe. Ce qui fait aussi, on the flip side, que j'ai la business, comme je disais dans un commentaire sur LinkedIn, j'ai la business avec le plus gros boss factor of one. C'est-à-dire qu'il y a une personne dans ta business qui se fait frapper par une bus puis t'es done. Mais bon, on gérera ça on traversera ce pont-là quand on va être rendu à Rivière. Ou bien, mec, j'ai un AI clone qui va m'avoir analysé toutes mes heures de podcast puis juste être capable de faire du content. Un autre petit insight, les bonnes choses prennent du temps. Good things take time. C'est un truc qu'il y a des invités qui m'ont parlé beaucoup. C'est un truc que je me rends compte, tu sais, que me rendre, mettons, là, il y en a qui vont dire, OK, c'est rapide quand même, 10 mois pour avoir un certain niveau de rentabilité puis un certain niveau d'audience, mais puis on fait juste commencer, mais comme ça a pris 10 mois, tu comprends? Genre? Puis genre, catcher que telle question, c'était de la merde, ou que prendre tel angle pendant un événement, c'était de la merde, puis juste comme catcher avec qui travailler, comment ça prend du temps avant d'avoir de me rendre là, puis c'est juste normal que
que ça prenne du temps pour avoir des résultats, puis des... Je sais pas, une situation dans laquelle t'es bien, puis que t'es fier. Fait que c'est ça, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est un peu générique, ça. Fuck it. Je continue. Raise prices. C'en est un... moi, j'ai donné ce conseil-là. Je me suis fait donner ce conseil-là. Monte tes prix, monte tes prix, monte tes prix. On l'entend tout le temps, genre en startup, en SaaS. Puis c'est comme... Oui, c'est vrai. Puis pourquoi est-ce que moi, je l'ai pas fait, je pense, au début, mettons, avec les commandites puis avec certaines affaires, c'est que je laissais un petit peu mon syndrome de l'imposteur pricer ce que j'avais à vendre, que ce soit un spot publicitaire, ou que ce soit un partenariat, ou que ce soit autre chose, tu sais, ma consulte perso, whatever. Mais la leçon que j'aimerais ça essayer de partager aujourd'hui par rapport à ça, c'est laisse le marché informer ton pricing. Surrender to the market, right? Oublie ton syndrome de l'imposteur, traite ça quasiment comme une expérimentation, traite ça comme une expérience scientifique ou business que le marché, donc les clients potentiels et actuels, vont t'éduquer sur ton prix, vont te dire non, vont te dire oui, vont te dire peut-être, vont te dire j'ai besoin de ça de plus. Ça n'a pas besoin d'être ta petite voix négative à l'interne qui est comme Jesus Christ, ça n'a pas de bon sens de charger ça pour genre un spot pub ou genre pour un événement ou genre pour l'utilisation de mon software. Tu sais, je l'ai développé assez vite, puis il y a du monde meilleur que moi. Fuck that, right? Genre, fuck that. C'est pas ça qui devrait driver ton pricing. Le dernier point que j'ai dans mes insights, c'est tombe en amour avec le processus puis pas le résultat. Encore une fois, c'est assez classique et générique. C'est un des conseils que j'ordonne beaucoup puis que j'ai lu à différentes places. Puis comme, je me fais souvent un test pour ça, pour voir si je suis genre en amour avec le process, juste obsédé ou en amour avec le résultat potentiel. Puis le test, c'est juste, OK, Frank, s'il te restait 2 semaines à vivre. Puis la question, c'est est-ce que tu regretterais, mettons, les semaines qui viennent de passer, les mois qui viennent de passer? Puis tu sais, c'est vraiment comme intuitif, là, mais genre, il y a des valeurs que j'ai définies ou que je sens dans ma vie, mettons, qui sont importantes par rapport au temps que je passe avec des amis, par rapport au niveau de créativité puis d'expression que j'ai dans des hobbies ou d'autres choses, par rapport au temps que je passe avec ma blonde, avec ma famille, avec mon chien, par rapport aux soins que je m'apporte, aux choses que j'apprends. Tout ça, c'est des choses auxquelles j'aspire. Puis quand, mettons, je me pose la question, s'il me restait 2 semaines à vivre, est-ce que je suis content, mettons, des semaines qui viennent de passer? On dirait que c'est ces affaires-là qui me repopent tout le temps dans la tête, tu sais. Puis, de façon générale, je te dirais que je suis quand même en paix avec comment je vis ma vie, mais je trouve qu'il manque d'optimisation pour certains trucs. Puis, mon but, c'est aussi de builder ça se passe, puis grip, puis probablement d'autres choses pour designer un lifestyle où est-ce que cette question-là, s'il me restait 2 semaines à vivre, puis je check les mois ou les semaines qui viennent de passer, est-ce que je regretterais, est-ce que je serais en paix, mettons? Fait que ouais, c'est comme un work in progress, là, un peu plus philosophique sur du life design puis tout ça, mais je pense beaucoup à ça ces temps-ci. Mais chose certaine, c'est que genre, travailler pour moi-même, travailler avec du monde que j'aime, travailler dans le milieu des SaaS, produire du contenu, raconter des histoires, rencontrer de nouvelles personnes, tu sais, tout ça, j'aime ça. T'sais. Fait que j'aime ce que je fais, je travaille beaucoup, j'en fais beaucoup, mais l'idée que ça puisse marcher, c'est comme genre, c'est vraiment hot. Puis je me dis, c'est worth a shot. Fait qu'il n'y en a pas vraiment de regrets en ce moment. T'sais. Pour finir, j'ai 2 petites sections. Premièrement, les pain points en SaaS. Right? Dans le fond, je suis tout le temps un peu à l'écoute de genre, qu'est-ce qui est tough pour les SaaS. Puis comme, j'ai essayé de récapituler un peu les dimensions qui sont les plus challenging pour les SaaS. Surtout les fondateurs en SaaS, mais puis là, gardez en tête que ce que je vais vous énoncer, ça varie en fonction du profil de fondateur. Tu sais, t'en as qui vont être meilleurs dans certaines choses que d'autres. Le premier point, le pain point récurrent en SaaS, c'est genre commencer. Puis c'est fucking évident puis explicite, mais c'est genre, il y en a plein qui essayent puis que ça marche pas. Ils essayent de commencer ou sont même pas game de commencer. Fait que un des pain points très très early dans la chronologie d'un SaaS, c'est commencer, right? Lancer. Puis ça, je me suis rendu compte, on l'adresse pas vraiment. Il y a une couple de personnes qui viennent me voir, me disent ah, tu sais, moi j'ai ça comme idée, je sais pas comme par où commencer, puis tout. Puis je suis comme, je pense que c'est important d'en parler, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a déjà plein de contenu autour de ça. Puis un exemple excellent que je vais mettre dans les show notes, c'est le guide pour startup d'Apollo 13. Là. Sérieux, allez lire ça, c'est de la bombe. J'ai collaboré un petit peu là-dessus. C'était comme l'idée de l'architecture d'information initiale, c'était un peu de moi, mais c'est pas moi qui l'ai fait pantoute, là, puis c'est pas moi qui l'ai livré. Fait que c'est assez hot, puis je suis comme.
sais, maintenant, je regarde cette ressource-là, puis je suis comme... Il y a probablement... Je sais pas à quel point je dirais du stock différent de cette ressource-là. Fait que quand j'ai pas l'impression d'être capable de facilement aider puis d'acheter de la valeur, on dirait que je stray away, je m'éloigne de ce sujet-là. Fait que ça, je serais curieux de savoir ce que le monde en pense, mais tu sais, le but aussi avec ça se passe, c'est d'élever les SaaS, right? De leur donner plus de visibilité, augmenter les chances qu'ils fassent des home runs, qu'ils scale, tout ça. Fait que je suis comme... Je veux cater sur ces joueurs-là aussi beaucoup. Tu sais, je veux que les gageurs qu'on a comme marché québécois aient plus de chances de payer. Fait que, oui, clairement que c'est important de nourrir un peu les nouveaux qui arrivent, mais c'est tellement tough de scaler versus juste lancer que, ouais. Fait que, anyway, c'est un pain point qui revient beaucoup. Sinon, après ça, c'est financer, right? Fait que ce soit aller chercher des subventions, des prêts, des dettes, sous quelle forme, du capital de risque, comment... ça revient tout le temps. C'est genre, comment tu gères ton cash, comment tu le fais rentrer, qu'est-ce que ça fait, l'impact que ça a sur ta compagnie ou ton cap table. Ça, je suis semi-literate là-dedans, mettons. J'ai quand même des bons heuristics puis une couple d'idées, mais ça, j'ai besoin d'être accompagné par, mettons, des investors, d'autres founders qui ont des histoires là-dessus. Fait que, tu sais, je vais essayer de produire plus de contenu autour de ça, le côté finance des SaaS. Puis je pense que, justement, le chiffre vont pouvoir aider beaucoup avec ça. Sinon, mais un autre gros pain point qui revient, c'est embaucher, right? Puis savoir combien payer le monde, mettons. Fait que ça, il y aurait peut-être une manière qu'éventuellement, ça se passe sur un benchmark de salaire, là. On a fait un MVP de ça, là, un genre de sondage sur les salaires, puis je pense qu'on n'avait pas pris le temps de le designer assez bien, là. Genre, il y a quelques lacunes dedans. Mais c'est un intéressant insight ou genre vue sur le marché, tu sais. On a 120 peut-être réponses là-dessus. Fait que, embaucher... puis pricer des salaires, puis juste ça, de façon générale, c'est quand même tough. Fait que j'ai des partenaires potentiels dans le back burner qui pourraient peut-être aider avec du contenu là-dessus, mais ouais, ça revient, puis moi, ça me fait plaisir d'aider aussi, surtout ceux qui sont pas en train d'en embaucher 500, là, mettons, que t'es à ta série C, I'm not your guy, mais si t'es plutôt dans ton... Ça me fait plaisir d'essayer d'aider personnellement aussi. Croissance, right? Fait que juste comme la vitesse de croisière. Quand est-ce que tu pèses sur le gaz? Quand est-ce que tu pèses sur le break? Pourquoi? Comment tu lis tes finances? Comment tu lis ton marché? Tes produits pour justifier ça? Quand puis comment tu crois? C'est fucking tough aussi. Fait que ça, on va essayer de produire un peu plus de contenu autour de ça aussi. Puis comment tu transcendes le Québec? Parce qu'il y a beaucoup de SaaS qui leverage le fait qu'ils sont, mettons, québécois. Fait qu'ils ont une proximité légale, culturelle, linguistique avec un paquet de business autour d'eux autres à qui ils peuvent vendre. Des fois, ça leur permet de se différencier d'un joueur, mettons, américain ou international qui va moins bien customiser sa solution aux besoins, mettons, du marché québécois. Fait que c'est vraiment cool au début, mais à un moment donné, tu pognes une barre où t'es comme, OK, ben là, tu sais, tel type de PME que je visais, je commence à saturer pas mal ça, faut que j'aille au Canada anglais, faut que j'aille aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec Grip aussi, tu sais. C'est comme, comment tu le fais? Puis est-ce que tu devrais y penser au départ? Est-ce que tu changes de canal d'acquisition? Est-ce que ça implique beaucoup de dépenses? Si oui, quoi, tu sais, c'est vraiment intéressant ce côté-là de transcender un peu le Québec avec ton SaaS. C'est-à-dire que, évidemment, que ta base d'opération peut vivre au Québec, puis tout ton monde, ta culture d'entreprise, whatever, même tu peux avoir plein de clients au Québec, mais le potentiel du software as a service, c'est que ça scale, right? De façon internationale, tu peux distribuer ça via le cloud n'importe où. Fait que, pis ça, j'ai eu des histoires de transcender le Québec différentes, mettons. Mettons, à Gendrix, il y a de quoi de fucking intéressant là-dessus, si vous voulez checker l'épisode avec Mathieu Allaire, par rapport à que la croissance internationale fitait plus, mettons, dans l'Europe francophone pour eux, puis ils ont expliqué pourquoi, puis comment. Puis c'était comme une des premières fois que j'étais là. Ouais, dans le fond, t'es pas obligé de juste aller au Canada anglais puis aller aux States après, tu sais. Tu peux, genre, être intentionnel sur où tu vas aller et pourquoi. Fait que, ouais, quand même intéressant, ce côté-là. Clairement, à produire plus de contenu là-dessus. Puis finalement, ben, c'est genre gérer des humains, incluant soi-même. Fait que se gérer des équipes, gérer des conflits, ça revient tout le temps dans mes discussions avec des founders, même avec des employés. Tu sais, c'est genre la hiérarchie, les rapports de pouvoir, les relations conflictuelles, les personnes toxiques. Comment avoir des promotions, négocier son salaire, changer de job ou pas, se lancer comme entrepreneur ou pas, genre juste se gérer, puis gérer des humains, c'est la partie la plus messy, la plus chaotique, la plus nuancée qu'on a dans notre milieu, mais c'est fucking important. Surtout la partie se gérer soi-même, right? Parce que c'est la seule affaire que tu contrôles, puis
Fait que ouais, ça, il reste du travail à faire, je pense, pour éduquer et inspirer le monde sur ce point-là. Fait que tu sais, ça me donne comme une grosse ligne éditoriale grossière de toutes les manières qu'on peut aider à travers le content, les events, les retraites, même le produit, right? Job board. Fait que c'est ça. Je vais finir avec quelque chose d'un petit peu plus philosophique. Dans le fond, tu sais, je pose souvent la question sur le pod, genre, sur quoi est-ce que tu as changé d'année dans les 5 dernières années? Right? Puis j'aime ça poser cette question-là parce que ça montre un peu comment le monde réfléchisse puis évolue un peu dans leur mentalité. Puis ça montre une certaine preuve d'humilité aussi, je pense, d'être capable de dire ça, pour ça j'avais raison finalement, ou whatever. Fait que je me pose la question à moi, basically, sur quoi est-ce que j'ai changé d'idée dans les dernières années, disons. Puis j'ai listé une couple d'affaires. La première, sur quoi j'ai changé d'idée, c'est tout le temps bon de faire de la business avec des amis. J'avais cette croyance-là forte en moi, surtout quand j'étais plus jeune. Puis je pense qu'avec les challenges que j'ai eus en vendant Snipcard, puis même avec d'autres challenges que j'ai eus dans d'autres projets, puis j'en parlerai en temps et lieu, je pense que c'est facile quand tu aimes une personne d'être excité puis focusé sur ses qualités, son potentiel, parce que c'est ton ami puis tu l'aimes, right? C'est pas pour rien que c'est ton ami, right? Exact. Fait que je pense que ça fait peut-être que tu overlook ou que tu sous-estimes d'autres traits ou d'autres choses par rapport à une personne, puis tu le fais juste par bonne foi parce que c'est ton ami, puis moi j'aime profondément, right? Je suis quand même quelqu'un de sensible, d'émotif, puis tout ça, fait que j'ai tendance à devenir optimiste vraiment vite à propos, mettons, d'une collaboration potentielle avec quelqu'un que j'aime puis qui m'aime, fait que mais je suis pas sûr que c'est tout le temps un bon signal ou un bon heuristique de genre prioriser les amis pour la business. J'ai changé un peu d'idée, mais c'est comme clairement que je vais encore travailler avec des amis parce que j'adore ça, mais je sais pas, je pense que j'évolue un petit peu là-dessus. Une autre chose sur quoi j'ai changé d'idée dans les dernières années, c'est bon de parler de sa santé mentale publiquement. Avant, je prêchais ça, puis j'en parlais beaucoup, qui voulaient l'entendre à droite, à gauche sur mon blog, dans un témoignage, dans un podcast. Puis comme, c'est cool, là, parce que comme ça, oui, ça déstigmatise, genre, la santé mentale au niveau des hommes, tu sais, dans mon cas, moi, en tout cas, au niveau des entrepreneurs, tout ça, puis mais tu sais, il y a des downsides aussi, puis je m'en rends compte, genre, en vieillissant, puis comme, tu peux facilement devenir un peu comme le token entrepreneur qui a des challenges de santé mentale ou whatever, puis c'est comme... Tu sais, c'est pas quelque chose qui devrait te définir, mettons, là. C'est genre une partie de tes défis, une partie de ton aventure, mais c'est pas qui t'es, tes challenges en santé mentale, puis tes problèmes. Puis comme, des fois, j'ai l'impression que ça ouvre la porte trop à genre l'impression de connaître quelqu'un ou d'être capable d'être intime avec quelqu'un ou d'aller dans des choses super personnelles super rapidement. Puis qu'il y a du monde qui font l'association aussi. Là, je parlais de token. Là, c'est genre, OK, on a un projet sur l'entrepreneuriat et la santé mentale. Ah, ben cette personne-là, tu sais, on va l'inviter, elle en parle, c'est important. Puis tout ça. Puis c'est comme, man, j'ai d'autres choses à raconter, tu comprends? Tu sais, j'ai une histoire à raconter qui est beaucoup plus large. Puis qui est à propos de ce que je construis, qui est à propos de ce que j'aime pas, qui est à propos des gens autour de moi, pas juste de mes hosties de problèmes de santé mentale. Puis je sais pas comment jongler avec celle-là. Je continue de penser que c'est important d'en parler, mais je commence à penser aussi que c'est correct s'il y a des choses que tu parles avec certaines personnes clés, mais qui restent dans ton espèce de jardin secret ou qui t'appartiennent à toi puis qui sont pas nécessairement for everyone to consume and comment on, puis genre, je sais pas, man, beaucoup de changements par rapport à ça. Oh, Shadow est en train de péter une note. Ça donne bien, on achève le pod. Un dernier point sur quoi j'ai changé d'idée, c'était l'énoncé suivant, c'est genre, si le monde aime ça, c'est que je suis bon. Ça a l'air con, mais ça vient du fait que souvent, pour le meilleur ou pour le pire, j'ai cherché de l'affirmation et de la validation externe dans ma vie, tu sais. Puis j'essaie de contrer ça. J'essaie de contrer ça en repositionnant pourquoi je fais les choses, puis c'est quoi mes critères de satisfaction à moi par rapport à certains projets, certains accomplissements. Puis j'essaie aussi de m'attraper dans ma tête quand je suis en train d'avoir besoin de la validation d'autres, ou quand je suis en train de raconter quelque chose parce que j'aimerais ça que l'autre personne me dise qu'elle trouve ça que c'est hot ou whatever. Puis je pense que je
Je suis vraiment moins pire que j'étais, mais j'ai encore beaucoup d'améliorations à avoir à ce niveau-là. Surtout quand j'étais plus jeune, je pense que c'était encore plus important. Puis on dirait qu'à un moment donné, tu récoltes une certaine quantité de wins puis de victoires, tu sais, puis de bons coups, puis t'es capable d'avoir ta propre confiance, ton propre ego, pour faire comme moi, non, j'ai pas besoin de tout le monde pour me dire que je suis bon, tu sais. Mais bon, on rentrera pas non plus dans la thérapie big time après avoir dit qu'il fallait pas juste parler de ça. Mais ouais, c'est ça. C'est quoi tes motivations inhérentes? Fais-le pour toi. Fais-le pour les personnes qui matter vraiment, vraiment beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je voulais closer avec. Sinon, écoute, ça fait un bout que je parle tout seul, là, puis mon chien capote en haut. Fait que je vais closer ça. Je voudrais juste dire comme merci à l'audience du pod. Merci à tous les invités qui sont venus sur le pod. Merci à tous mes teammates qui m'ont aidé avec le contenu, avec le marketing, avec la production, avec le no-code. Genre, ces teammates et contractants avec le design. Genre, j'ai eu de l'aide, là, right? J'ai payé pour de l'aide dans plusieurs cas, mais j'étais bien entouré. Merci au monde qui se sont déplacés pour les events. Merci aux annonceurs puis partenaires qui ont payé pour des spots puis que ça leur a généré de la business puis de la visibilité, ou au monde qui ont payé pour des jobs du mois, tu sais, pour embaucher du monde. Tous ceux qui ont encouragé ça se passe, ça nous permet aussi de nous supporter la communauté, créer du meilleur contenu, inspirer le monde, élever le monde, créer des relations entre le monde. Puis tu sais, je pense qu'on a prouvé qu'on était capable de le faire. Il faut juste continuer de le faire puis le faire de mieux en mieux tranquillement, tu sais. Les compagnies qui ont été hosts aussi des events, merci à tout le monde. C'est genre, je sais pas, ça m'a donné un bon boost de, je pense, confiance en moi que j'étais capable de make shit happen. Puis, je vais inviter le monde à aller voir mon blog perso. J'ai comme un recap un peu plus pour le futur là, de qu'est-ce que je voulais accomplir, puis pourquoi, puis qu'est-ce qui allait changer si j'accomplissais des choses. C'est un blog post qui s'appelle What If I Succeed sur flantinado.com. Fait que si vous voulez comme la continuité un peu de toute cette train of thought-là, plus high level, un peu plus philosophique, puis en anglais, évidemment, parce que sur ce blog-là, j'écris à tout le monde que je connais. Right? Bon, mais hey, signing off, dernier pod de 2023. On va se repogner en janvier 2024. Puis faites attention à vous autres. Continuez de construire. Continuez d'être smart. Puis that's it. Ciao, ciao. Mais sans qu'on est comme une facile.